et qui innove prend un risque. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit quand j'ai posé ma préface, que écrire déjà était un risque, écrire sur un domaine dans lequel personne n'avait encore écrit, en tout cas pas de façon globale. Il y a eu des approches parcellaires sur des aspects du secteur, mais écrire de façon générale, surtout un abécédaire. Le professeur Abdoulaye Sakho l'a dit dans son avant-propos, il y reviendra. Moi, je ne suis pas là pour présenter l'ouvrage. J'aurais voulu que je ne pourrais pas, parce que je partage ce présidium. Je voudrais commencer par ça avec un éminent intellectuel, mon véritable maître, parce qu'Abdoulaye Sakho, le professeur Sakho, je l'ai eu de la première année de droit jusque dans mon jury de thèse. Donc, il a été mon assistant en droit civil, il a été mon assistant en droit en deuxième année, c'était en droit des obligations, il a été mon assistant en droit du travail en troisième année, il a été mon assistant en droit commercial, et je l'ai retrouvé en DIA, je l'ai retrouvé dans mon jury de thèse. Donc, vraiment, lui, c'est mon maître parfait. Donc, devant lui, je ne peux pas avoir développé de point de vue scientifique. Je lui laisserai tout à l'heure le loisir de présenter l'ouvrage. Mais je voudrais profiter également de cette occasion, avant de revenir au public, de saluer la présence du docteur Mor Bakhoum. Je ne savais pas que c'était lui, mais lui, je le connais depuis... Bon, il est en train de rigoler, parce que j'ai eu la chance de partager la chambre à l'ENA avec son grand frère Ibrahim Bakhoum. J'ai connu Ndongo, le jeune frère qui a suivi. Bon, c'est vrai qu'il passait faire le thé de temps en temps, mais je ne vais pas lui rappeler ça aujourd'hui. Donc, quand je l'ai découvert tout à l'heure, j'étais un peu surpris. En tout cas, Mort, bienvenue. Donc, c'est vous qui êtes au comité national sur le suivi du contenu local. Donc, parfait. Toutes nos félicitations et nos voeux de succès vous accompagnent. Et donc, Gora, quand je reviendrai sur la présentation de l'auteur, ou quelqu'un le fera, mais en tout cas, j'aurai des mots à la fin. Je ne voudrais pas l'inhiber en parlant de lui dès le début. Je préfère le laisser se concentrer sur son propos. En tout cas, je le remercie de nous permettre de nous retrouver en famille, parce qu'une partie de Dagana s'est transportée dans cette salle aujourd'hui. Au premier lot, je vois ses oncles et ses frères, mais je voudrais commencer par son épouse pour lui rendre hommage. Souvent, on dit que seuls les Sénégalais mariés avec des expatriés ou des étrangers arrivent à écrire. Les Sénégalais mariés à des Sénégalais, Walo commencent à les démentir, c'est parfait. Donc, félicitations et nos encouragements, parce que ce n'est pas facile de vivre avec un époux intellectuel qui écrit. Il faut de la patience, il faut de la tolérance. Mais également, je ne pourrais pas saluer tout le monde, mais je ne peux pas ne pas m'arrêter sur le docteur Papandiaï, qui est l'oncle de Gora, mais également le haut magistrat de la Cour suprême, Oumar Gaye, qui est également son nom, qui est prêt. Que tous les bienfaits que nous escomptons tous puissent nous tomber de là où ça doit venir du bon Dieu, pour un Sénégal de paix et de réussite. Donc, sans plus tarder, je voudrais, parce qu'il y a un mot de bienvenue que je vais prononcer, qui sera surtout prononcé par moi, c'est un mot d'ouverture, le mot de bienvenue, c'est Diallo qui le fera. Sans plus tarder, je vais lui donner la parole pour donner l'occasion ensuite au professeur Mbou de présenter l'auteur. Ensuite, le professeur Abdoulaye Sakho présentera le livre avant qu'on ait le mot du docteur Mor Bakhoum. Et enfin, le mot de l'auteur. Voilà un peu le programme que nous aurons tout de suite. Bien, chacun va essayer de rester dans un créneau pour qu'on puisse... je ne vais pas donner de temps. Hein. Ils sont tous assez sages et responsables pour rester dans des limites. Quand on a parlé 5-10 minutes... Bons enfants à Dakar, si vous avez la possibilité. L'université Cheikh Anta Diop fabrique de très hauts cadres. Il ne faut pas qu'on continue à croire qu'il n'y a que l'étranger et l'extérieur qui peuvent former. Plein de gens, on avait créé un groupement, on l'appelait Synergie, et on a fait la première publication. Ce n'était pas avec toi, hein, Diallo, je crois qu'il est parti. Bon, bref, Sahir, Aboumbo, So, qui est dans l'énergie maintenant, que j'ai connu ailleurs et dans une autre vie, Salif So, vraiment, ceux qui sont derrière, Dia, Kos Diaw, tous ceux qui sont là, le juge Gaï, qui lui également m'a connu très très jeune, parce qu'on s'est rencontrés à l'époque quand on travaillait un tout petit peu sur les réformes des premiers textes sénégalais à la fin des années 80. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je le retrouve ici. C'est un excellent magistrat qui est peut-être au fait de sa carrière, mais qui a également marqué beaucoup quand j'étais également à l'Assemblée générale. Comment on l'appelait, du Conseil d'État. À l'époque, c'était Conseil d'État, l'Assemblée consultative du Conseil d'État. Il était avec moi parce qu'il était juge spécialisé dans les questions de droit administratif. Voilà. Ousmane Kamara était le président à l'époque. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve tout le monde.
Mokhtar a cité les noms de Saher Niang, qui était le promotionnaire de Gora d'ailleurs, parce que Gora, ils étaient tous les deux dans la téléphonie, et j'avais ouvert le master en régulation. Ils sont venus s'inscrire, et ça a été les premiers qui sont sortis de cela. Et tous ceux qui sont sortis de ce master aujourd'hui, c'est eux qui dirigent les organes de régulation de ce pays-là, tous sans exception. Donc c'est vraiment un plaisir d'être ici, pas seulement pour Gora, pas seulement pour Mokhtar, mais aussi pour moi. Moi, je l'ai vu à Genève. C'est à Genève qu'on s'est rencontrés la première fois. Un garçon très brillant, très très bon pour tout ce qui touche aux relations commerciales internationales et notamment au droit de la concurrence. Il est très bon là-dessus et c'est pas étonnant qu'on le trouve à ce niveau de responsabilité aujourd'hui. Parmi ceux-là, on a Gora. Gora vient de sortir un livre qui est énorme. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi, j'ai accepté quand il m'a dit, tu fais la préface. Ensuite, il vient me dire, non, c'est Mokhtar qui fait la préface. Je dis, oui, lui, c'est le ministre, il faut le laisser faire la préface. Mais il m'a dit, mais quand même, prof, tu vas écrire. Je dis, qu'est-ce que je peux faire dans ton livre? Si Mokhtar fait la préface déjà, ça suffit largement. Il me dit, non, il faut que tu fasses une sorte d'avant-propos et tout cela. J'ai accepté, et c'est de cela que je vais vous parler. Quand il dit présenter le livre, le prologue que j'ai fait, c'est un peu dans le sens de dire, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre et quelle est la portée de ce livre aujourd'hui. C'est un livre vraiment très, très important. Moi, je suis vraiment content d'avoir contribué à mettre quelques feuilles dans ce livre-là parce que c'est son mérite. C'est lui qui l'a écrit. C'est pas nous, c'est lui qui l'a écrit. Et il l'a très, très bien écrit. Il a d'autant bien écrit qu'il a choisi un style qui n'est pas fréquent, que l'on retrouve dans l'élémentaire, chez les tout petits, là, la classe des tout petits. C'est là-bas qu'on retrouve le style qu'il a voulu imprimer. Il l'a appelé ABCD. ABCD. ABCD, c'est quoi? C'est l'élémentaire. C'est la classe de CI, là, où on vous apprend l'alphabet. Donc, le style qu'il a choisi, c'est le style ABCD. On aurait dit dans notre culture à nous, comment on appelle ça? Alif, Lam, Mim, voilà. Asakher Magounder, comme ils disent dans ce style-là. Donc, c'est vraiment le tout début. Et il a choisi de prendre un domaine qui est très difficile et d'essayer de nous le rendre accessible en utilisant ce style abécédaire. Et c'est là où je dis qu'il a réussi. Il a vraiment réussi de ce point de vue-là et il mérite des félicitations. Peut-être que chacun lira le livre, chacun dira ce qu'il pense là-dessus, mais moi, l'avis que je formule ici, on dira que c'est subjectif, parce que j'aime bien Gora. Mais je crois que c'est objectif, parce que c'est la vérité. Ce que je vais formuler, je crois qu'il a réussi. Il a réussi son pari et son livre est un livre qu'il faut mettre à la disposition de tous les Sénégalais. Je ne dis pas des universitaires, mais de tous les Sénégalais, parce que c'est un abécédaire. C'est quelque chose qui nous permet, à ceux qui n'ont rien compris, de comprendre en le lisant. Il y a une série littéraire qu'on appelle le truc pour les nuls, pour les nuls, pour les nuls. C'est un peu ce genre de choses-là. Les gens qui ne comprennent rien peuvent utiliser ce livre. Donc, il est parti d'un constat. Et ce constat, aujourd'hui, qui fait en sorte que le livre est intéressant, c'est parce que nous sommes dans un pays et dans un système dans lequel l'État, qui doit tout faire, l'État qui fait tout, a accepté aujourd'hui, dans certains secteurs, de fonctionner comme un privé. C'est cela qui est le constat d'aujourd'hui. L'État accepte de fonctionner comme un privé, l'État fait des contrats, c'est pour ça qu'on parle de partenariat public-privé. L'État s'est rendu compte qu'il ne peut pas tout faire. Il doit tout faire. Parce que c'est lui qui est le père et la mère de tout le monde. Mais il ne peut pas tout faire. Et pour cela, il est obligé de s'appuyer sur les gens qui peuvent faire quelque chose. Ça, c'est le premier constat qu'on a. Nous avons un État qui est central, un État centralisé, mais un État qui est conscient de ses limites et qui est obligé de se dire, attention, il faut que je regarde les autres, qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter pour que ce soit au bénéfice de tout le monde. Et sur ce plan-là, les secteurs d'infrastructure comme l'électricité, comme l'eau, comme l'information, comme la tête, tous ces secteurs-là que l'État avait au départ, c'est l'État qui les avait. À l'époque, on les appelait même des offices. Office des postes et télécommunications, office de l'eau, office de machin. Ceux-là sont devenus des choses qui sont entrées dans le secteur marchand. Et de la même manière que l'État les fournit, des privés peuvent le fournir. Et quand les privés le fournissent, l'État est dessus, ils sont en concurrence. L'État qui est le plus fort pourrait, si on ne fait pas attention, privilégier ses enfants, que sont les entreprises publiques, par rapport au privé qui est en train de le faire. Et c'est ça le contexte d'aujourd'hui qui a fait en sorte que ce livre de Gora peut être intéressant. Parce qu'il s'occupe du secteur de l'énergie, il s'occupe du secteur, j'allais dire même de manière globale, de nos ressources naturelles. Et sur ce plan-là,
Il y a une loi récente, une loi qui est très très importante, que le Sénégal a pris en 2022, une loi qui est très 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 fondatrice, parce que cette loi, elle a modifié la loi de 1990 qui s'occupait de toutes les entreprises publiques, là, on l'appelait la loi de 90 sur le secteur parapublic. Cette loi de 2022, là, elle est venue accentuer ce que je suis en train de dire. Elle l'a tellement accentué qu'elle demande à ce que l'on gère les entreprises publiques comme du privé aujourd'hui. Les sociétés, les structures de gouvernance, que sont les conseils d'administration, les directeurs généraux et tout cela, des sociétés publiques doivent fonctionner comme ceux des sociétés privées. Et sur ce plan-là, je peux dire une chose, le Sénégal a changé. Et comme il a changé, il faudrait que la manière dont on gère les secteurs d'infrastructure soit autre. Et c'est cela que Gora nous a montré, ce autre-là, comment il faut faire pour que l'on y arrive. Donc, sa démarche, elle repose sur deux aspects. Le premier aspect, c'est ce que peut faire l'État, la macro, on l'appelle pour les économistes, macroéconomie. L'action de l'État pour la conception, l'élaboration de la politique concernant l'énergie. Quelle politique pour l'énergie? Mais le deuxième aspect, ce n'est pas seulement ce que fait l'État, le deuxième aspect, c'est ce qu'on demande aux acteurs qui sont là-dedans. Et c'est ça les aspects de microéconomie. Donc il y a l'aspect macro pour l'État et l'aspect micro pour les acteurs. Si vous regardez bien son livre en plan, c'est un peu cela. Il commence par la politique économique, la politique énergétique, comment on doit la faire. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'État est conscient qu'il ne peut pas faire tout seul. C'est fini ça. Il est obligé de construire la politique énergétique avec les autres acteurs qu'on appelle parties prenantes. Tout le monde est là aujourd'hui. Et ceux-là, on leur demande leur avis et ils donnent leur avis et c'est cela que l'État prend pour dire voilà la politique énergétique du Sénégal aujourd'hui. Sinon, avant, au début des indépendances, c'est un fonctionnaire qui était dans son bureau, le ministre, et puis on dit voilà, c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, c'est fini. Il y a beaucoup de Sénégalais qui ont le bac. Chacun est conscient de ce qui est bon pour le pays. Il n'y a pas que les fonctionnaires qui sont conscients de ce qui est bon pour le pays. Et donc, ils sont obligés de s'appuyer sur tout le monde. Donc, je peux dire qu'il a utilisé une sorte de méthodologie et de didactique qui devrait permettre à ceux qui sont intéressés par le secteur, quand ils liront le livre, de comprendre ce que Gora a voulu expliquer. Maintenant, du point de vue contenu, ce secteur qu'on appelle secteur d'infrastructure, lui, il utilise l'énergie, qui est en train d'être libéralisée. Il ne peut pas reposer sur la manière qu'on avait de gérer, encore une fois, les affaires de l'État. Et ce que Gora a fait, c'est de nous expliquer ce que l'on fait aujourd'hui pour que la gestion de ce secteur, surtout à un moment où on a découvert des choses extraordinaires qui peuvent nous aider dans notre développement, comment faire pour que la gestion de ce secteur puisse être bénéfique pour tout le monde. Et sur ce plan-là, Gora nous explique ce qui tourne autour de l'organisme en charge de la gestion du secteur à côté de l'organisme public. Il y a le ministère, mais à côté du ministère, on a mis en place une structure qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est capable de regrouper toutes les parties prenantes au secteur pour décider de ce que doit être le secteur. Cette structure-là, c'est ce qu'on appelle organe de régulation. Et c'est cet organe de régulation qui, en principe, gère le secteur. Le ministère donne des orientations. Mais pour gérer au quotidien, on crée un organe, on met là-dedans le secteur privé, le secteur public, les consommateurs, on met tout le monde là-dedans. On dit, vous allez gérer. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je vous disais tout à l'heure que l'État ne peut pas tout faire et l'État conscient qu'il ne peut pas tout faire. Il est obligé de s'appuyer sur les populations également. Et cet organe-là, qu'on appelle organe de régulation, on l'a mis en place pour le secteur de l'énergie, pour le secteur, j'allais même dire, quasiment des ressources naturelles qui concernent l'énergie. Et sur ce plan-là, il y a une profonde réforme qui a été faite. C'est un mode de fonctionnement qui nécessite des prérequis. Des prérequis, pour faire court, Monsieur le ministre, je vais vous dire que l'organe de régulation qui arrive à fonctionner comme un véritable organe de régulation dans notre pays, le seul, c'est l'autorité de régulation de la commande publique. Tout le reste, on les gape. Il y a des difficultés. On a du mal à les mettre en place. Mais la manière dont on a conçu ce qui va s'occuper de l'électricité, je crois que ça repose sur comment l'ARCOP est structuré et sur comment l'ARCOP doit fonctionner. Donc la réforme, normalement, du secteur de l'énergie
va rejoindre le mode de fonctionnement de l'ARCOP. L'ARCOP, c'est la commande publique. Les gens connaissent beaucoup plus ARMP. Voilà, on disait ARMP. Donc, c'est cela qui est mis dans le secteur de l'énergie. Et si on le met dans ce sens-là, je crois qu'il y a de très, très fortes chances que ce que l'on cherche à avoir, gérer l'énergie pour que ce soit bénéfique à tous les Sénégalais, il y a de très fortes chances qu'avec cet organe de régulation, on puisse arriver à cela. Parce que cet organe de régulation ne prendra pas en charge seulement les intérêts publics, mais il doit prendre en charge les intérêts privés, du secteur privé local. C'est pour ça qu'on parle de contenu local. Peut-être que moi, vous en parlera tout à l'heure. On parle des intérêts des consommateurs, nous qui sommes en train, qui achetons l'électricité. Et ces temps derniers, on a vu que, je ne sais pas comment ça s'est passé et pourquoi, mais ceux qui sont Woyofal là, ils se plaignent tous. Ils disent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous-mêmes, on ne sait pas. On ne peut pas l'expliquer. Peut-être qu'on va demander au régulateur de l'électricité de nous dire ce qui s'est passé avec le Woyofal. Donc, il y a ce genre de choses-là qui fait de telle sorte qu'aujourd'hui, il y a de l'espoir pour que ce que Gore a écrit, si c'est bien appliqué, qu'on puisse avoir un secteur de l'électricité qui va être géré au mieux des intérêts de toutes les parties prenantes sénégalaises. C'est un exercice qui est avec beaucoup de défis et surtout dans un secteur aussi stratégique que le secteur de l'énergie et surtout dans un contexte où il y a la découverte, disons, du pétrole avec des attentes énormes où on a le devoir d'anticiper dans la régulation pour qu'on puisse en tirer le maximum de profit. Et c'est un processus qui est encore en cours. Donc, dans ce process-là, dans cet environnement-là, écrire un ouvrage, poser des questions, écrire le cadre légal qui nous permet, disons, d'anticiper sur la meilleure manière, disons, de réguler le secteur, je crois que c'est d'abord le premier mérite scientifique qu'il faut noter. Je le félicite également pour son courage. Et je dis bien courage, parce que en tant qu'enseignant-chercheur, je suis très bien placé pour savoir les sacrifices énormes que l'auteur a dû consentir pour faire des recherches, concevoir, écrire et publier. Et combiner tout ça avec un travail à plein temps que je sais très, 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 très prenant. Donc, vous l'avez dit, vous avez remercié son épouse. Donc là, vraiment, certainement l'environnement également l'a aidé. Personnellement, je le remercie également parce que l'apparition, disons, la publication de cet ouvrage coïncide avec ma nomination en tant que secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local, qui est très, très lié au secteur de l'énergie. Et en tant qu'enseignant-chercheur, on me nomme, le premier réflexe, c'est de voir le cadre légal. Que disent les textes? Quels sont les écrits? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été partagé dans le secteur? Et je dois dire qu'au-delà des textes, disons, des textes légaux qui sont disponibles, donc c'est le premier ouvrage qui m'a donné la possibilité, dans un langage simple, limpide, rigoureux, et comme l'a dit le professeur Sakho, sous forme d'abécédaire, d'avoir un aperçu, disons, clair et compréhensible du secteur du contenu local. Et je dois vous faire une confidence. Quand j'ai reçu l'ouvrage, à part l'avant-propos et le préface, j'ai parcouru la table des matières et j'ai commencé par lire le chapitre sur le contenu local. C'est le chapitre sur le contenu local qui m'intéressait le plus. Mais au-delà de l'aspect sur le contenu local, cet ouvrage, disons, vient enrichir notre compréhension du cadre juridique institutionnel du secteur de l'énergie au Sénégal. Et comme je l'ai dit, dans un contexte où le Sénégal se positionne comme un acteur incontournable dans le secteur des hydrocarbures, avec le Phosphore et également les perspectives de découverte et de production qui sont en cours. Et dans ce contexte-là, vraiment avoir un cadre juridique qui nous permet de tirer profit de ces ressources-là, c'est important. Et ce cadre juridique-là, on doit l'anticiper. Nous avons signé des contrats, nous avons mis en place des structures, nous avons un ministère, nous avons des démembrements qui s'occupent, disons, du cadre général du secteur de l'énergie et des hydrocarbures, y compris le contenu local. Maintenant, la problématique, la question qui se pose est de savoir comment mettre en cohérence, comment avoir une harmonie
de sorte qu'il y ait, disons, une intervention, disons, éclatée, mais à la fois également cohérente pour atteindre ces objectifs. Donc, en termes de régulation, on pourrait dire qu'il y a une forme, disons, je ne dirais pas de déstructuration institutionnelle, mais de réorganisation institutionnelle qu'il faut faire. C'est un aspect qui est important. Le deuxième élément, et là c'est l'aspect vraiment qui m'intéresse, c'est le contenu local. On parle de contenu local. Moi-même, je suis en train de me mettre à niveau sur, disons, les orientations stratégiques, les attentes par rapport au secteur, par rapport à ce qu'on devrait faire du contenu local. On parle de contenu local, mais qu'est-ce qu'on doit mettre dans ce contenu-là et sous quelle forme, c'est un aspect qui est important. Nous avons une législation qui a été mise en place récemment dans le secteur des hydrocarbures, ensuite dans le secteur des mines. Il y a des discussions qui sont en cours maintenant pour l'étendre dans le secteur de l'énergie. Maintenant, comment faire de sorte qu'on a un cadre institutionnel cohérent avec des organes, disons, de contrôle efficaces qui puissent atteindre un objectif commun et de concert. Je dis de concert parce que le risque, si on n'a pas une organisation institutionnelle efficace, c'est d'avoir des interventions éclatées qui vont, disons, conduire sur ce qu'on peut appeler une concurrence par le bas. Donc là, c'est un aspect important sur lequel on devrait réfléchir. L'autre élément, quand on parle de contenu local également, et là, c'est le risque de parler après le professeur Safo. J'ai dû vraiment laisser de côté beaucoup de remarques pour concevoir un certain nombre d'éléments qui, pour moi, sont des aspects importants par rapport à la régulation. Quand on parle de contenu local également, l'idée, c'est de faire de sorte que dans le secteur de l'énergie de manière générale, comment, disons, mettre en place un cadre légal, avoir des dispositifs qui permettent à nos entreprises, disons, d'avoir des opportunités sur toute la chaîne de valeur. Un certain nombre d'éléments sont mis en place, donc, sur le plan de l'emploi, sur le plan du transfert de technologies, sur le plan de la publication des appels d'offres. Et quand on parle de publication d'appels d'offres, quand on parle de transparence dans l'attribution des marchés, c'est un peu en relation avec le travail de l'ARCOP, mais ici dans un secteur spécifique qui est très, très réglementé parce que c'est un secteur stratégique. Maintenant, nous, en tant que secrétariat technique et le gouvernement, l'idée maintenant, c'est de voir comment faire ce contrôle de conformité-là. Et je vais faire une confidence, quand on m'a nommé, le lendemain, j'ai appelé le professeur Safo. On a beaucoup échangé et il m'a dit, et je salue également son accessibilité. Quand je l'appelle, je lui dis grand, il me dit oui. Et il me dit, bon, il faut mettre un accent sur la conformité. Et là, dans le cadre de la réforme interne, on est en train vraiment de mettre un accent sur la conformité, parce que tout, disons, le travail initial d'un organe, d'un régulateur, c'est la conformité d'abord. Parce qu'en mettant un accent sur la conformité, on anticipe sur le contentieux. Quand on met un accent sur la conformité, on évite et on prévient le contentieux qui peut être coûteux. Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de faire. Et je ne vais pas être long, j'espère que je n'ai pas fait plus de 10 minutes. Donc, remercie encore une fois, disons, pour depuis 2021 à peu près. Mais tout est parti d'un constat. Parce que j'ai fait pratiquement 5 ans à la Sénélec, mais j'avais constaté qu'il n'y avait pas beaucoup d'écrits dans le secteur de l'énergie, et particulièrement dans le droit de l'énergie. Je me suis dit que tout secteur qui est important dans la vie, d'autant plus que l'énergie est au cœur du développement de façon générale, et que ce secteur-là doit être saisi par le droit. Et il existait pas mal de textes quand même disparates. Cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas du droit de l'énergie, mais il y avait plusieurs textes qui étaient disparates, mais qui organisaient en tout cas le secteur. Je me suis appesanti pour dire donc je vais essayer de réfléchir au moins sur le droit de l'énergie, étant donné que l'énergie est au cœur du développement au Sénégal et au cœur même du plan Sénégal émergent en son temps. Je me suis dit, voilà un domaine nouveau qui s'inscrit dans un cadre nouveau de la régulation.
Et quand on parle de régulation, la régulation n'est pas la réglementation. La régulation implique la participation de plusieurs acteurs, mais surtout l'assouplissement de l'ensemble des règles juridiques qui doivent gouverner ce secteur-là. D'où cette approche-là qui nous a conduit à avoir des orientations de régulation, des orientations qui poussent le gouvernement à organiser souvent ce qu'on appelle des autorités de régulation pour capter, organiser le secteur. Le secteur de l'énergie, comme vous le savez, touche à plusieurs domaines. Il y a le domaine de l'électricité, il y a le domaine du pétrole, le domaine du gaz, la biomasse, les énergies renouvelables. Tous ces secteurs-là constituent chacun un droit particulier, un droit unique où on peut développer quand même pas mal d'aspects. Si on se résume par exemple au droit des énergies renouvelables, on peut dire que ce droit des énergies renouvelables constitue une matière du droit qu'on peut développer, qu'on peut réussir. Je vais essayer tout simplement de susciter la curiosité intellectuelle des étudiants, des chercheurs, des praticiens, pour qu'on essaye ensemble, lorsque je pose les premiers jalons dans le cadre de cet abécédaire du droit de l'énergie, que les gens puissent saisir cette opportunité-là pour quand même marquer un pas, au moins un peu, par rapport au droit de l'énergie. J'ai parlé dans cet ouvrage-là des politiques et orientations énergétiques, parce qu'on ne peut pas développer un secteur sans pour autant développer de belles orientations stratégiques qui s'inscrivent dans le cadre aussi du développement de ce pays-là. On a pas mal d'instruments qu'on a mis en place au Sénégal, des orientations qu'on a mises en place, mais est-ce que ces orientations-là épousent les réalités du secteur, épousent la volonté aussi des États et les objectifs qui ont été fixés par l'État du Sénégal? Je prends juste comme exemple, lorsque j'ai parlé de la transition énergétique, je me suis dit qu'on ne peut pas parler de la transition énergétique de la même façon qu'en France ou bien qu'en Allemagne. D'autant plus la conception de la transition énergétique française est totalement différente de la conception de la transition énergétique sénégalaise. Et totalement différente aussi de la transition énergétique allemande. Est-ce qu'on peut parler de la même façon dans un pays ou dans un continent où il y a 600 et quelques millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité, et on parle de transition énergétique de la même façon que dans un pays, par exemple, où tout le monde a accès à l'énergie, si je prends l'exemple de la France ou de l'Allemagne? Donc, je me suis interrogé à ce niveau pour dire qu'il faudra réfléchir sur une autre conception de la transition énergétique au Sénégal, pour pouvoir prendre en compte certains aspects qui sont liés au développement de notre secteur. Et tout est venu de la crise énergétique en France en 2020 en Europe de façon globale, où on avait constaté que le gaz qui était considéré comme une énergie non propre a été rendu propre parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin du gaz. Ils ont même ouvert le central à charbon pour pouvoir quand même faire fonctionner leur industrie et faire fonctionner l'industrie électrique en Europe. Cela m'a permis donc de réfléchir sur cet aspect pour dire donc si on développe une politique de transition énergétique au Sénégal, on doit développer cette politique en tenant compte des réalités sénégalaises, des réalités africaines, pour pouvoir mettre en place une bonne politique énergétique. C'est dans cette même lancée qui m'a poussé à réfléchir pour dire qu'il faut qu'on développe aussi, dans le cadre du droit de l'énergie, ce qu'on appelle un patriotisme économique, dans le cadre surtout de la loi sur le contenu local au Sénégal, où on l'a mis en œuvre depuis 2020, pour permettre aux Sénégalais, aux acteurs économiques de participer au développement économique du pays dans le secteur énergétique. Et sur cet aspect, je me suis dit que malgré l'existence de la loi sur le contenu local qui a mis en place un cadre légal et réglementaire qui permettent la participation des investisseurs sénégalais dans la chaîne de valeur pétrolière et gazière, il faut que l'État renforce cette participation des investisseurs sénégalais. En faisant quoi? En capacitant ces entreprises sénégalaises, en privilégiant aussi la participation de ces acteurs sénégalais dans le développement économique du pays. Sur cet aspect, j'ai essayé dans cet ouvrage de démontrer que l'État du Sénégal doit renforcer donc la participation des investisseurs sénégalais
dans la chaîne de valeur pétrolière et gazière. Parce que l'espoir qui est attendu des ressources pétrolières et gazières n'est pas ce qu'on attend. Si on croit que, par exemple, dans le développement des productions pétrolières et gazières, on attend beaucoup de milliards à travers les productions pétrolières et gazières, j'ai essayé de démontrer dans l'ouvrage que comment dirais-je, j'ai essayé de démontrer dans l'ouvrage que la part du Sénégal n'est pas aussi importante dans la production pétrolière et gazière. Donc, il faut qu'on mette l'accent sur le contenu local, sur la participation de ces investisseurs sénégalais pour qu'ils captent autant que faire se peut l'investissement qui a été fait dans le secteur pétrolier et gazier. Parce que comme vous le savez, le partage de production pétrolière et gazière, la part du Sénégal que l'on reçoit par exemple dans le projet Sangomar, ne peut pas dépasser 700 milliards à peu près par année. Et 700 milliards, c'est 3% de notre PIB, c'est ce qu'on rapporte actuellement à la pêche. Et si on veut quand même capter l'essentiel de une bonne partie de ces activités pétrolières, il faut que l'on permette aux investisseurs sénégalais d'aller chercher une part des investissements qui ont été faits dans les activités pétrolières et gazières. Et dans ces activités, dans l'investissement dans ces activités pétrolières et gazières, 70% de l'investissement doivent être remboursés par les ressources pétrolières et gazières. Et de ces ressources pétrolières, donc si on prend 100% de la production, 70% va servir à rembourser la dette. Et il faut que dans le cadre des fonds qui servent à rembourser la dette, il faut permettre aux investisseurs sénégalais d'aller chercher au moins une bonne partie de cet investissement qui doit être, que l'État du Sénégal va rembourser aux investisseurs qui sont souvent des investisseurs étrangers. C'est la raison pour laquelle la loi sur le contenu local, on essaye de faire participer les investisseurs sénégalais dans le développement de ces activités pétrolières et gazières dans le cadre de la classification des activités qui ont été faites au niveau de la loi sur le contenu local pour réserver une bonne partie de ces activités aux Sénégalais aux investisseurs sénégalais qui veulent travailler dans l'offshore sénégalais. Ce faisant, on a essayé dans le cadre de la loi du contenu local, dans le cadre de la classification de ces activités pétrolières et gazières, de réserver une bonne partie de ces activités aux Sénégalais pour qu'ils puissent quand même développer ces activités-là. J'ai essayé aussi dans le cadre de cet ouvrage de passer en revue un ensemble de dispositions légales et réglementaires et surtout des clauses qui portent sur des contrats pétroliers, les contrats aussi de CRPP, les contrats d'achat d'électricité, pour dire tout simplement que l'État du Sénégal doit toujours accompagner aussi les investisseurs sénégalais dans le cadre de ces contrats d'achat d'électricité aussi. On ne peut pas admettre souvent que dans ces contrats-là, que ce sont souvent des étrangers qui viennent gagner ces contrats-là. On peut donner ces contrats à des entreprises privées sénégalaises qui peuvent développer aussi ces genres de contrats d'achat d'électricité, que ce soit des IPP, que ce soit aussi d'autres types de contrats que des investisseurs sénégalais peuvent développer. On a l'exemple aussi des contrats par exemple, dans le cadre de certaines politiques publiques qui sont élaborées par le Sénégal à travers le MCA ou bien le JETP, qui sont des programmes qui sont d'une importance capitale, mais ces programmes-là, souvent, sont contrôlés par les étrangers qui accompagnent certes le Sénégal pour développer l'accès à l'électricité, par exemple, mais quand ils développent l'accès à l'électricité, ils mettent des conditions derrière ces programmes-là. Et derrière ces programmes, ils exigent tout simplement, par exemple, que telle entreprise qui doit participer dans telle activité doit avoir un chiffre d'affaires de 7 milliards par année. Ça, c'est quelque chose qui bloque surtout les investisseurs locaux sénégalais qui n'ont pas, par exemple, un chiffre d'affaires de 7 milliards. Ils peuvent dire, par exemple, tel marché, on vous donne l'autorisation d'octroyer tel marché à une entreprise comme FH, par exemple, qui est une entreprise française, et cette entreprise-là peut imposer à l'opérateur, par exemple, d'acheter, par exemple, l'ensemble des pièces ou bien l'ensemble des besoins dans un pays bien déterminé comme la France ou l'Allemagne, alors qu'on pouvait donner la possibilité aux Sénégalais de pouvoir quand même gagner ces marchés-là en tenant compte de la spécificité aussi de chaque secteur. Voilà un certain nombre de points qu'on a essayé peut-être de
de développer au niveau de l'ouvrage pour essayer quand même au moins de vous expliquer le cadre juridique et légal qui gouverne un peu le secteur de l'énergie. Voilà, monsieur le ministre, quelques aspects que j'ai voulu développer avant de vous rendre la parole. Je vous remercie. Heureusement qu'il s'est arrêté, il est en train de déplorer le sujet, de donner les pistes. Alors qu'avec Marguerite, on va créer un cabinet de